À la une de ce journal, le concept Bladjasso porté par le club Female in Business verra sa première édition se tenir à Dimbokro, une initiative innovante visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire et en Afrique. Iforchi Mine Côte d'Ivoire a présenté les résultats de son étude sur la représentation des femmes dans le secteur minier en Côte d'Ivoire, les résultats qui ont fait l'objet d'échanges entre les acteurs. Plus de 200 extraits d'actes de naissance ont été délivrés par la mairie d'Adjamé, un projet qui avait été porté par le député maire de la commune. Et la journée internationale de l'identité a été célébrée ce 17 octobre à Abidjan, occasion pour les autorités présentes de faire un plaidoyer. Plus de précisions dans ce journal. Madame, Monsieur, vous faites bien de suivre l'actualité sur Business 24, la chaîne au cœur de l'information économique. Nous ouvrons cette édition avec le concept Bladjasso ou encore Femme Lève-toi en langue baoulée, qui est une initiative innovante visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire et en Afrique par la sensibilisation. Ce projet porté par le club Female in Business à travers Tanya Kay, CEO de Believe Records, a été officiellement lancé lors d'une conférence de presse. La première édition de cette initiative se déroulera dans la ville de Dimbokro, marquant ainsi le début d'un projet qui ambitionne de s'étendre à d'autres régions du pays et au-delà. Zénab Dosso et Tima Traoré étaient présentes pour donner plus de détails sur cet événement. Bladjasso, femme lève-toi, femme bat-toi, c'est en langue locale baoulée. Ce projet résonne comme un appel à lancer, une invitation pour les femmes à se lever et bâtir leur avenir. Nous sommes là, je suis là pour apporter un plus. Je ne suis pas là pour changer le monde, je suis là pour apporter un plus à ces jeunes filles-là qui veulent réussir concrètement. C'est un concept qui a pour objectif de valoriser et de renforcer l'esprit entrepreneurial chez les jeunes filles et les femmes en leur offrant des outils et des ressources nécessaires pour se lancer dans le monde des affaires. Bladjasso est né d'un club d'entrepreneurs FBI, Female in Business, depuis les États-Unis. À travers Tanya Kay, CEO de Believe Records, le projet pose ses valises en Côte d'Ivoire. C'est tout l'intérêt de cette conférence de presse qu'elle a animée à Abidjan Plateau. Et pour marquer le coup, c'est la ville de Dimbokro qui accueillera la première édition, ville d'origine de Tanya Kay, porte-voix du projet. Bladjasso, c'est un concept qui a été mûrement réfléchi et nous voulons déjà poser la première action dans la ville de Dimbokro et nous vous invitons à Dimbokro pour en savoir plus. Nous allons faire du business coaching, réveiller les consciences, réveiller le talent qui sommeille en ces jeunes filles-là, leur dire que oui, elles peuvent changer leur vie, rien n'est impossible. Et ensuite, le Rayam Sokro, Boaké, et ainsi de suite. Je suis là d'une manière permanente jusqu'à un mois afin de faire des va-et-vient pour pouvoir poursuivre les autres villes. La population et les autorités de Dimbokro sont prêtes à accueillir l'événement qui marque le début d'une bataille pour l'émancipation des femmes à travers l'entrepreneuriat. En tant qu'entrepreneur moi-même, en tant que représentant d'un fonds d'investissement américain en Afrique, j'ai jugé bon de l'appuyer dans tout ce qu'elle fait. Associé à la cause de lutte contre le cancer du sein, le projet Bladjasso bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, entre autres les ministères en charge de la femme et de la santé. Un regard à présent sur le secteur minier. Iforchi Mine Côte d'Ivoire, une association du secteur minier, a présenté les résultats de son étude sur la représentation des femmes dans le secteur minier en Côte d'Ivoire. Des résultats qui ont fait l'objet d'échanges entre acteurs et également des recommandations. C'était au siège de l'organisation à Abidjan, nous témoignent Walter Kofi et Tima Traoré. 9,87%, c'est le taux de représentation des femmes dans les entreprises du secteur minier en Côte d'Ivoire. Un chiffre alarmant issu d'une étude menée par l'association Iforchi. Le constat a été présenté aux acteurs du secteur en vue d'identifier les raisons qui pourraient faire du secteur minier ivoirien un monde uniquement masculin. Alors, c'est une étude et c'est à la fois un outil qui va nous permettre, de suivre les progrès que les différentes entreprises font dans le secteur minier sur cette question du genre.
Et je pense que c'est un outil formidable parce que d'abord il a été extrêmement bien pensé, bien conçu, et puis il couvre l'ensemble des paramètres qui permettent de mesurer la situation réelle du genre dans les différentes entreprises et d'ailleurs également au sein du ministère, et à partir de là, de faire des constats précis. Pour l'amélioration de l'intégration des femmes dans les secteurs, des recommandations ont été faites, ainsi que la présentation d'un baromètre genre pour les entreprises minières, outil permettant de mesurer l'impact des actions en faveur de l'équité. L'étude a démontré une prise en compte allusive de la question du genre du secteur minier. L'étude a démontré qu'au niveau même des politiques du secteur minier, il y a une absence de la prise en compte du genre. Alors que la prise en compte du genre devait être faite depuis la politique, la stratégie et les actions sur le terrain. Et donc, comme recommandation, nous avons demandé à ce que le ministère puisse intégrer donc les questions du genre dans les politiques, dans les stratégies, pour que sur le terrain, les entreprises puissent l'intégrer aussi dans les actions qui sont menées. La cérémonie s'est terminée par une remise officielle du rapport de l'étude à l'expert genre de ONU Femmes. Il faut noter que l'organisation a offert son accompagnement technique et financier à ce projet d'étude. Le comité consultatif de la fonction publique a tenu sa première réunion extraordinaire ce jeudi au Plateau. Au cours de cette réunion présidée par la ministre de la fonction publique Anne-Désirée Ouloto, il s'agissait pour les organisations syndicales et les autres membres du comité de réfléchir sur les questions relatives aux primes des fonctionnaires, la feuille de route 2024-2025 et le chronogramme de travail. Une réunion qui a été couronnée d'une déclaration lue par Soro Mamadou, représentant de la centrale syndicale humanisme et porte-parole du comité. On l'écoute. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. 1. Examen des revendications relatives aux primes. 2. Adoption de la feuille de route pour l'année 2024-2025. 3. Adoption d'un chronogramme de travail. 4. Présentation du projet de règlement intérieur. Et 5. Divers. Ces différents points ont fait l'objet d'un échange enrichissant entre les membres du comité consultatif. Au terme des discussions, les mesures suivantes ont été adoptées. Sur le point des revendications relatives aux primes, le comité consultatif a fait le constat que cette question constitue une préoccupation pour plusieurs catégories de fonctionnaires. Le comité a donc décidé de s'assurer de l'exhaustivité des demandes exprimées, d'en évaluer l'impact financier et de faire des propositions au ministre en charge de la fonction publique en vue de leur communication au gouvernement. Le comité a adopté une feuille de route assortie d'un chronogramme de travail pour la période 2024-2025 afin d'examiner les préoccupations majeures des fonctionnaires et agents de l'État. Ce comité consultatif est bien un comité consultatif. Ce n'est pas un comité de négociation. Ce n'est pas un comité de décision. C'est un comité consultatif qui est chargé de faire des analyses, de faire des études, de faire des propositions, de faire des observations, des commentaires qui sont susceptibles d'aider le gouvernement à la décision. L'édition se poursuit avec une page de municipalité. Le 16 octobre dernier, la salle de mariage de la mairie d'Adjamé a accueilli une cérémonie symbolique pour la remise de plus de 200 extraits d'actes de naissance. Le projet avait été lancé par le député maire de la commune, Soumaro Fariko. Le point avec Walter Kofi. Ils deviennent enfin de véritables citoyens. Ces populations de la commune d'Adjamé ont reçu des mains du premier magistrat leur acte de naissance,
Une acquisition qui fait suite à une initiative du maire Farikou Soumaro à l'endroit des personnes nées sur le territoire communal d'Adjamé et dont les naissances n'ayant jamais été enregistrées à l'état civil. Cette vague de récipiendaires constitue la première de plusieurs autres à venir. Le maire a profité de l'occasion pour rappeler que cette action fait suite à l'application de la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018 qui a instauré une procédure spéciale de déclaration de naissance. Il faut reconnaître que bon nombre de nos concitoyens n'ont pas été déclarés à l'état civil. Alors aujourd'hui, le problème qui se pose à ces concitoyens, c'est le fait que même pour aller à l'école, ils n'ont pas d'extrait. Alors avec la procédure spéciale initiée par l'État de Côte d'Ivoire, nous avons organisé une opération d'enrôlement de ces personnes-là. Et nous avons commencé cette opération depuis le 13 mai. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la délivrance des actes. Aujourd'hui, c'est plus de 200 actes de naissance que nous allons délivrer sur 1000 pétitionnaires. Alors, nous allons continuer le processus d'enrôlement qui doit prendre fin en mars 2025. Le projet a été lancé par le député maire de la commune, Soumaro Farikou, le 14 mai dernier. Ce sont au total 1300 demandes qui ont été enregistrées, sur lesquelles 211 demandes ont été validées et traitées par les services de l'état civil. Les autorités municipales rassurent sur la continuité du processus, obéissant à une démarche rigoureuse imposée par la loi. Un sujet d'identité à présent, le 16 septembre marque la Journée internationale de l'identité, une initiative lancée en 2018 par ID for Africa pour garantir à chaque personne une identité légale d'ici à 2030, conformément aux objectifs des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, cette journée a été célébrée ce 17 octobre à Abidjan, en présence du ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité et de nombreuses personnalités. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et le directeur général de l'ONESI de faire un plaidoyer afin d'instituer cette journée comme journée nationale de l'identité. Amiko Robara. Ce matin, Koulibaly Mekwa et Nguessan Emmanuela, deux étudiants âgés de 26 et 28 ans, se rendent au stand de l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, dressé à l'occasion de la Journée internationale de l'identité. Bien qu'ils aient fait une demande de pièce nationale d'identité depuis plus de 2 ans, ils n'ont toujours pas reçu leur document. Concernant la journée de l'identité, j'ai constaté qu'il y avait un problème concernant les cartes CNI. Je me suis fait enrôler il y a de cela 2 ans et jusqu'à présent, je n'ai toujours pas reçu ma CNI. Pourtant, j'ai besoin de cette pièce pour avoir mes différents papiers administratifs. Cette année, la journée de l'identité se déroule sous la thématique « Célébrer le droit à être visible », offrant ainsi l'occasion aux acteurs de se pencher sur les défis et solutions liés à l'identité juridique en Afrique. Selon un rapport de la Banque mondiale qui date de 2023, 850 millions de personnes dans le monde, dont la moitié en Afrique, n'existent pas officiellement. En Côte d'Ivoire, on estime à 2 millions le nombre de personnes sans identité légale. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cette journée revêt une importance capitale pour lutter contre le phénomène des personnes non identifiées en Côte d'Ivoire. Cette journée, c'est encourager l'ensemble des acteurs publics et privés à trouver des solutions communes, des solutions inclusives pour garantir à toutes les personnes qui n'ont pas de preuve d'identité la possibilité d'en obtenir une. Cela contribue également à lutter contre le phénomène des sans-papiers dans les communautés. En effet, l'Afrique est à l'aube de la révolution numérique. Et l'identité numérique en est la clé de voûte. Cette journée se veut un cadre d'échange et de réflexion entre les principaux acteurs du continent africain et du monde entier pour discuter de cet enjeu capital. Faire en sorte que chacun dispose d'une identification officielle reconnue est important pour la promotion d'un développement équitable et durable. Posséder une preuve d'identité légale
est non seulement un droit élémentaire, mais aussi le sésame pour accéder à toutes sortes de services et d'opportunités. Cette rencontre marque le début d'un processus visant à faire de l'identité un droit pour tous et non un privilège. Initiée par ID4 Africa, fondée en 2014, cette organisation panafricaine compte plus de 50 pays africains et œuvre pour la promotion de l'identité juridique pour tous en Afrique. La deuxième édition de la Convention africaine du développement intégral de l'humain a débuté à Abidjan. Prévue se dérouler les 17 et 18 octobre 2024, cette convention offre une lucarne de discussion sur les défis, les solutions et pratiques innovantes pour créer un environnement de travail inclusif, équitable et performant à travers le capital humain. Le reportage est signé Sandrine Kwame et c'est ici. Pour cette deuxième édition de la Convention africaine du développement intégral de l'humain, le thème principal est mis sur la diversité, l'inclusion et le bien-être des collaborateurs. Un thème discuté au cours de cette convention qui a réuni des professionnels en ressources humaines, des leaders et des experts engagés ainsi que plusieurs autres participants. Objectif, un avenir plus inclusif et équitable dans l'organisation africaine. Selon eux, les organisations africaines sont confrontées à des défis complexes en matière de gestion des ressources humaines. Il est donc primordial de s'intéresser à la gestion de l'humain afin d'acquérir des connaissances précieuses pour créer des environnements de travail inclusifs, équitables et productifs. Donc aujourd'hui, ce que vous allez lire, même dans les documentations, les recherches des organisations internationales, c'est l'homme dans sa valeur économique. Alors que penser à l'homme dans sa valeur économique fait de lui une ressource. Et non seulement une ressource, mais une ressource qu'on peut exploiter et utiliser et l'épuiser en effet. Alors qu'en fait, l'être humain, j'ai envie de dire que c'est l'essence même de l'existence. Les intervenants ont proposé quelques plaidoyers et partagé leurs expériences et leurs stratégies pour un développement humain intégral en Afrique. Il est important qu'on se retrouve ici, des gens venus d'un peu de partout de l'univers, pour pouvoir échanger sur les problématiques, partager les bonnes pratiques dans la matière, afin de pouvoir garantir un mieux-être, une meilleure prise en compte de l'humain sur les différentes dans nos organisations et leur apporter le meilleur pour en tirer profit. Il ne peut y avoir d'organisation performante sans individus épanouis, sans collaborateurs épanouis. Et donc, il y a une nécessaire, j'allais dire, prise en compte de cette dimension-là pour que la performance soit durable, pour faire en sorte que l'individu soit pris en compte dans sa globalité et que, justement, il puisse, au-delà du parcours ou du projet professionnel, avoir même un projet de vie. Pour rappel, la Convention africaine du développement intégral de l'humain vise un continent africain où chaque individu et communauté vit en harmonie, réalisant pleinement son potentiel à travers un développement. L'ONG Maranatha a récemment renouvelé son engagement pour l'éducation des enfants démunis. À son centre d'activité, 6 à Gonzagueville, elle a distribué des kits scolaires à 400 enfants démunis. C'est un geste pour accompagner les parents à réussir la scolarité de leurs enfants, mais également à donner la chance à ces enfants démunis de Côte d'Ivoire. Le point avec Zainab Dosso. Ils sont 400 élèves du CP1 à la terminale à recevoir des kits scolaires distribués par l'ONG Maranatha, organisation à but non lucratif créée en 2017. Ces kits vont permettre aux enfants démunis du district d'Abidjan et particulièrement du quartier Gonzagueville et de Poto d'avoir eux aussi la chance de fréquenter comme tous les enfants ivoiriens. Un geste pour également accompagner les parents à réussir la scolarité de leurs enfants. Selon Gemao, coordonnateur programme de l'ONG Maranatha, l'action s'inscrit dans la thématique éducation qui est à sa 7e édition. Le choix de Gonzague parce que nous avons constaté qu'à Gonzague, il n'y a pas d'établissement public pour que les enfants puissent bénéficier des kits scolaires octroyés par l'État de Côte d'Ivoire chaque année. Parce que ces kits-là sont en grande partie donnés dans les établissements publics. À Gonzague, il n'y a pas d'établissement public. Il y a tous les établissements scolaires privés. Et donc, nous avons trouvé bon
de mettre ici cet espace d'assistance et de créative des enfants du village de l'ONG Maranatha. L'action fascine parents et autorités administratives en charge de la protection sociale représentée par Nadège Wouignan, agent au centre social de Port-Boué. Cela représente beaucoup pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, dans le sens où ces kits-là aident vraiment les familles, aident vraiment les couches défavorables. Je dis merci à l'ONG Maranatha qui fait beaucoup pour les enfants depuis plusieurs années. Merci encore à l'ONG et à l'année prochaine. L'ONG Maranatha vise 2 objectifs généraux pour répondre aux besoins des Ivoiriens, notamment lutter contre la pauvreté et l'injustice sociale. Chaque début de semaine, les autorités administratives de Bondoukou se retrouvent dans un établissement ou un service de la place avec pour objectif de procéder au salut aux couleurs et inculquer des valeurs citoyennes aux plus jeunes. Vous le verrez, cela a été le cas dans une école confessionnelle franco-arabe de Bondoukou. Le témoignage de Anissé Kouadio. C'est devenu une tradition, presque un culte, pour la préfecture de Bondoukou, en collaboration avec la direction régionale de la jeunesse et du service civique, d'organiser la cérémonie de salut aux couleurs dans un établissement scolaire de la ville de Bondoukou ou de la région du Gontougo. Ce jour, c'est l'école El Itratou Taïra qui a accueilli les autorités avec à leur tête le préfet de région à l'occasion de cette cérémonie d'engagement citoyen. L'hymne national de la Côte d'Ivoire a été exécuté par l'ensemble des autorités, les directeurs et chefs des services, les forces de défense et de sécurité, mais également par les élèves et le personnel de l'école El Itratou Taïra. La vision du chef de l'État qui est d'être proche de toutes les structures étatiques qui militent pour le développement de notre pays. Et l'école, c'est la base, la première base pour la formation et des cadres de demain. Dire aux élèves de cette école que l'État est avec vous. Durant cette cérémonie, cet établissement primaire et secondaire a reçu des mains de l'autorité préfectorale un drapeau, signe de leur engagement à servir l'éducation et l'État de Côte d'Ivoire. Cette tribune fut également le canal pour le président de l'Union de la jeunesse communale et l'ensemble des autorités de faire des dons de kits scolaires à ces enfants à venir de la Côte d'Ivoire de demain. Venir en aide à nos petits frères, puisque nous savons que dans la région de Bondoukou, la situation c'est vraiment difficile, il n'y a pas d'activité, c'est dur, en tout cas pour les parents. Une école que le préfet visite, ça veut dire qu'il faut toujours travailler et mettre beaucoup d'efforts avec rigueur pour que l'avenir aussi soit en tout cas meilleur. Kouadio Bangou André, préfet de la région du Gontougo, l'ensemble du corps préfectoral ainsi que la direction régionale de la jeunesse et du service civique ont pour objectif, à travers de telles opérations, d'inculquer aux élèves à venir de la Côte d'Ivoire de demain l'amour du drapeau, le respect des institutions ainsi que des autorités qui les incarnent. Chose dite, chose faite. Ce mercredi 16 octobre, le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé officiellement au lancement de la campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole et la rubéole. Une campagne ciblant plus de 6 millions d'enfants âgés de 9 à 59 mois sur l'étendue du territoire national. Le point avec notre correspondant régional, Abel Kouaou. C'est la ville de San Pedro qui a abrité la cérémonie de coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Une opération qui doit s'étendre sur l'étendue du territoire national. Le lancement du premier vaccin a été effectué par le représentant du ministre Pierre Demba. Qui sont 2 maladies très répandues contre lesquelles nous luttons et qui sont des maladies très contagieuses, ce qui justifie que, en plus de la vaccination de routine qui les intègre, que nous faisions de temps en temps des passages, des campagnes périodiques. L'objectif, c'est d'éliminer ces 2 maladies. Nakaridja Sissé, maire de la commune de San Pedro, a exprimé sa gratitude à l'endroit du ministre Pierre Demba pour avoir choisi la ville de San Pedro pour le lancement de cette campagne de vaccination. Vous avez vu tout à l'heure
Monsieur le ministre a été dignement représenté par son directeur de cabinet qui a lancé un message fort à l'endroit de la population de San Pedro. Moi, en tant que premier magistrat de la ville, je suis très heureuse. De janvier à ce jour, selon les données du ministère de la Santé, ce sont 1287 cas confirmés de rougeole. Pour freiner cette maladie, les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé ne sont pas en reste du lancement de cette campagne dans la ville balnéaire. Les partenaires techniques et financiers sont là pour accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire, assurer une protection maximale de sa population. Ça veut dire qu'il faut effectivement assurer une vaccination des enfants, des populations cibles. C'est extrêmement important pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Notons que cette campagne cible 6 846 061 enfants âgés de 9 à 5 ans, ceux du 18 au 24 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire national. Et nous terminons en images. L'Union européenne s'est engagée à mobiliser 1,1 milliard d'euros pour soutenir la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et promouvoir l'intégration économique sur le continent. L'enveloppe sera décaissée dans le cadre de l'initiative Team Europe en faveur de l'intégration économique africaine. Elle servira à mettre en œuvre plus de 70 programmes de soutien à l'intégration économique africaine au niveau continental, régional et national. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.